Physical strength is no substitute for perception. For perception is the key which unlocks the intangible power of the spirit. You perceive nothing. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ensemble, on continue d'explorer en fait Red Hat Enterprise NX8, ce qu'on a commencé à l'émission précédente, pardon. Donc on a eu le temps de voir quelques features. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Red 8. Donc comme j'avais mentionné, je prévoyais peut-être faire 2 ou 3 diffusions sur le sujet. Je peux vous dire, après avoir révisé aujourd'hui ce que j'ai à vous donner, j'ai bonne impression qu'on va avoir besoin de se rendre à 3 épisodes pour couvrir tout ce qui vient avec Red 8. Donc pour ceux qui ont manqué la dernière partie, la première partie, pas la dernière, mais la première partie, j'archive tout sur YouTube, bien sûr. Donc pour ceux qui n'ont pas le lien, je vais le copier dans le chat. Donc voici le lien. Donc sur le lien, sur la page YouTube, vous allez retrouver tous les épisodes depuis le début. Donc je suis rendu, on est à la 12e épisode aujourd'hui. Donc comme je dis, la dernière qui a eu lieu il y a 2 semaines était sur la première partie de Red 8. Juste avant d'embarquer dans Red 8 aujourd'hui, des petites annonces. Tout d'abord, juste vous mentionner que cette semaine, on a fait notre premier festival du workshop au bureau à Montréal, au bureau de Red Hat à Montréal. Ça s'est très bien passé, 3 workshops.
Donc, Ansible, l'introduction à Ansible que j'ai livrée à maintes et maintes reprises, donc qui a été livrée par mon collègue Sébastien. En après-midi, introduction à Ansible Network. Donc ça, c'était une première. Moi et Marcos avons livré ce workshop-là. C'est un focus sur Cisco. Ça s'est somme toute très bien passé. Et finalement, le lendemain, jeudi matin, avec Martin, j'ai livré. Martin a livré Istio. Je l'ai accompagné dans cette aventure-là. Donc Istio qui est en bêta pour l'instant avec OpenShift. Donc il devrait être relâché en GA, pardon, avec OpenShift 4, quelque part au début de l'année prochaine. C'est un super workshop, très visuel, ça a été bien apprécié parce que c'est pas évident de faire la configuration des CTO. En fait, pas évident. Il faut avoir les fichiers YAML. Avec les fichiers YAML, on peut faire pratiquement ce qu'on veut avec Istio. Donc, c'est ce que couvre le workshop. Donc, en fait, le workshop vous montre comment faire, mais c'est une bonne référence après. Vous repartez avec les fichiers YAML et vous pouvez utiliser Istio avec vos applications. Donc, on prévoit refaire ce workshop-là définitivement. C'était un premier test qu'on faisait parce que c'est un workshop que Martin a monté de toutes pièces. Donc, on voulait faire un premier test avec une trentaine de personnes. Finalement, on a eu 22 personnes qui se sont présentées. On va le redonner à Québec, définitivement après les fêtes à Québec, et à Montréal, on va le redonner lorsqu'on va le sortir en GA aussi. Donc, suite. Sinon, autre nouvelle que je voulais partager avec vous, j'ai un nouveau laptop finalement qui s'en vient, qui est en cours de route. Je pense qu'il est dans Puro en ce moment. Donc, très hâte de monter mon nouveau laptop. Et en fait, le nouveau laptop, ce qu'il va donner ici au niveau de la diffusion sur Twitch, je vais avoir plus de mémoire, donc un peu plus de puissance. Donc, ça va être plus facile de montrer des démos plus complexes, des intégrations avec Tower, Satellite et EDM, par exemple. J'arrive pas à rouler ces trois machines-là en même temps sur ma machine actuelle, j'ai pas assez de mémoire. Donc, ça sera à suivre. Sinon, vous parlez un petit peu très rapidement des dernières sorties, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties depuis quelques semaines, pardon. Donc, si on recule un petit peu dans le temps, à mi-novembre environ, Red Hat OpenStack 14 est sorti. Et si Eric est en ligne, je me souviens pas sur quelle version d'OpenStack de la communauté que c'est basé. Donc, si jamais tu veux le taper dans le chat, ça serait apprécié, Eric. J'ai juste un petit blanc de mémoire. Donc, oui, tu es là, Eric. Merci. Donc, je te laisse creuser ça. Donc, sinon, le 26 novembre dernier, donc à la fin novembre, on a sorti l'alpha, une première version d'Overt 4.3. Je vais prendre quelques secondes ici pour vous montrer sur quoi on travaille avec Overt. Overt, qui est le projet communautaire de Rev, donc pour la virtualisation traditionnelle. Donc, je vous montre une petite prise d'écran ici, très rapidement. Donc, on va zoomer. Voilà, c'est le nouveau petit dashboard, très joli. Je pense que c'est pas super. Bon, c'est de grossir. L'image n'est pas prise en bonne résolution. Très joli. C'est arrangé. Donc, une nouvelle interface pour voir l'état de nos machines virtuelles qui s'en vient dans Red Hat Enterprise Virtualization. C'est en alpha en ce moment, dans 4.3. Sinon, quoi de neuf aussi, Satellite 641 qui est sorti le 10 décembre, donc au début de la semaine. Donc 6.4.1 qui vient corriger surtout des bugs lorsque c'est le temps de mettre à jour son satellite, donc de 6.3 à 6.4. Donc c'est beaucoup de choses qui ont été corrigées à ce niveau-là. Sinon, c'est quelques autres bugs aussi qui ont été corrigés, mais rien de nouveau dans 6.4.1, c'est vraiment une version mineure de stabilisation. Donc pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont en 6.3, qui attendaient une première set de patch, eh bien c'est fait là, après presque un mois et demi, si je me souviens bien, c'est 6.4 quand il est sorti. Donc c'est bien pour ça. Donc Eric, tu me demandes de répéter la question. En fait, je demandais OpenStack 14 était basé sur quelle version upstream d'OpenStack? J'ai oublié le nom, donc j'ai pas pris en note. Donc, si jamais tu as ça proche, vas-y, tu peux le mettre dans le chat. Sinon, autre produit qu'on a relâché un petit peu plus tôt cette semaine, un tout nouveau produit, en fait, basé sur le projet Eclipse Che. Finalement, on a un produit qui va être pleinement supporté, parce qu'Eclipse Che, ça fait quand même quelques mois, voire c'est pas l'an passé qu'on a fait l'acquisition. Donc, on en fait maintenant un produit pleinement supporté. Et le produit, écoutez bien le nom, s'appelle CodeReady Workspace. Donc, CodeReady
Workspace. Donc, je vous montre. Je l'ai dessus ici. Non, je ne l'ai pas de près. Donc, je pense que je l'avais copié. Je vous montre ça. Je vous donne en fait dans le chat le lien pour accéder à la page du produit. Puis je vous montre ça dans quelques instants. Juste vous montrer la page où on commence. Donc c'est ici, si vous voulez télécharger la première version bêta. Ça nous prend OpenShift pour fonctionner. Éventuellement, on aura peut-être la chance de creuser ça ensemble. J'ai vraiment pas eu le temps, c'est sorti hier, je crois. Donc, j'ai pas eu le temps de l'essayer, de voir de quoi ça avait l'air. Donc, on explorera ça ensemble sûrement dans les prochaines semaines. Sinon, ce matin, annonce du dernier Red Hat Container Development Kit, le 3.7. Je vous mets le lien, encore une fois, dans le chat. Donc, dernière version du Container Development Kit. Pour ceux qui ne connaissent pas le Container Development Kit, en fait, c'est une version, en fait la version supportée, si vous voulez, de Minishift. Donc, Minishift vous permet de rouler un environnement OpenShift facilement et très rapidement sur votre laptop. Donc, une espèce de all-in-one pour OpenShift. Donc, on le livre maintenant au travers Red Hat Container Development Kit. Donc, la dernière version d'OpenShift 3.11 est là. Donc, c'était les petites annonces avant de continuer dans Red Hat 8. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder sur le chat. Non. Donc, je pense qu'Éric, tu n'as pas trouvé le nom de la release, je devine. C'est pas grave, Éric. C'est aucun problème. C'était juste pour passer l'information. Sinon, continuons sur Red Hat 8 maintenant. Encore beaucoup de matériel aujourd'hui. Des affaires super le fun à vous montrer. On va regarder Composer ensemble, de quoi ça a l'air, un bel petit ajout à RHEL. On va parler de Python dans RHEL, qu'est-ce qui se passe avec Python. Je vais vous parler des containers aussi, qu'est-ce qui se passe avec les containers RHEL 8. Je vais vous parler aussi, je vais vous montrer Session Recorder en action en fait. Donc super bel petit ajout à RHEL 8, Session Recorder, qui est T-Log en fait. Je vais revenir sur ça dans quelques instants. Et finalement, au niveau du kernel, une grosse nouveauté qui devrait améliorer beaucoup les performances, entre autres de la réseautique. Donc le kernel 4.18 qui vient avec RHEL 8. Donc on va parler d'une nouvelle stack TCP/IP. Très hâte de vous montrer ça aujourd'hui. Beaucoup de contenu encore une fois. Et dépendamment de quelle heure qui est, je pourrais peut-être creuser un petit peu plus loin dans RHEL 8. Il me reste un paquet d'autres sujets, mais c'est ce que j'ai l'intention de couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, juste comme récap, je vous ai montré comment installer, comment trouver Red Hat 8, comment télécharger Red Hat 8. C'est pas évident lorsqu'on ne connaît pas le portail client chez Red Hat. Donc, comment l'installer? On a tenté une installation qui malheureusement n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai un manque de mémoire sur le laptop. Sinon, j'ai parlé de la nouveauté au niveau des gestions de paquetage, parce que c'est les grosses nouveautés dans RHEL 8. Donc, on a une nouvelle version de Yum basée sur DNF. On a AppStream, la modularité, des choses que j'ai parlé dans le passé. Le KDE qui a été retiré. On a Flatpak qui a été rajouté à RHEL 8. Donc, une nouvelle façon d'installer des paquetages, une façon qui générique en fait pour toutes les distributions Linux. Donc c'est plus on installe un paquetage, pas juste pour RHEL, mais ça va faire pour toutes les autres distributions Linux. Donc avec Flatpak ici, on vient leverager les containers. J'ai parlé des cédules de mise à jour et on a fini avec Cockpit. Donc Cockpit, un sujet que j'ai déjà traité dans le passé. Je vous ai parlé de ses améliorations. Et justement, une petite information que j'ai oublié de passer la semaine passée. Je vais vous montrer le site web de Cockpit. Donc je vais copier, je vous invite à aller jeter un œil en même temps, et on va aller le voir ensemble. Donc, dans les logiciels qui existent, chaque logiciel aujourd'hui, chaque projet open source a pratiquement sa page web. Ce que j'adore de Cockpit, c'est la simplicité du site web. C'est très visuel aussi comme site web. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas Cockpit, on tombe sur le site, on a les principales fonctionnalités de Cockpit avec chaque fois des prises d'écran. Et regardez, on a relâché une nouvelle version de Cockpit, la version 184, le 12 décembre, donc cette semaine, un petit peu plus tôt cette semaine. Et lorsque je clique sur la version ici, ce que j'adore, c'est que je vois, toutes les nouvelles fonctionnalités sont décrites avec un petit screenshot ici à droite. Donc super le fun, hyper simple, mais assez efficace. On veut voir ce qui s'en vient dans Cockpit, pas ce qui s'en vient, mais ce qui est intégré avec Cockpit sur chacune des releases. Donc c'est super bien présenté. J'ai oublié de vous montrer ça la semaine passée, mais je l'avais pris en note. Donc c'était juste un petit retour sur ce qu'on a fait la semaine passée.
OK. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler avec Rel 8? Tout d'abord, on va parler du Composer, donc l'Image Builder, qui est basé sur un projet open source qui s'appelle Lorax. Donc, c'est un outil qui vous permet, en fait, de construire des images de Rel. Des images de Rel et publier ces images de Rel-là partout où Rel peut rouler. Donc, sur VMware, sur KVM, sur le cloud public. Donc, pour ceux qui ont déjà, sont déjà amusés à construire des images de Rel pour Azure, le processus est quand même assez lourd, donc on vient essayer de simplifier le processus. Quand je dis essayer, c'est que vous allez voir des améliorations en Composer dans les prochaines releases de Rel, définitivement. C'est pas un projet qui est très très vieux. Donc, il y a de la place à l'amélioration, mais c'est un bon début, du moins pour Composer. Et ce qui est le fun, comme je vous ai parlé de Cockpit la semaine passée, eh bien, l'interface de Composer est Cockpit. Donc, encore un rappel sur Cockpit. Une grosse partie des interfaces de nos logiciels s'en vont dans Cockpit. Donc, si vous n'avez pas regardé encore Cockpit, vous n'êtes pas amusé encore, c'est le temps de le faire, parce qu'avec Rel 8, ça prend de plus en plus de place. Donc, Composer, entre autres, l'Image Builder, l'interface est intégrée maintenant dans Cockpit. Donc, en passant, Composer n'est pas nouveau à Rel 8, il nous est arrivé avec Rel 7.6, mais avec 8, on vient le bonifier en fonctionnalité, bien sûr. Donc, comment ça fonctionne, Cockpit? Tout d'abord, une couple d'étapes pour le configurer. Je vous passe, pas Cockpit, pardon, Composer. Donc, je vous passe le document d'installation. Donc, d'abord, il faut installer des packages. Il faut configurer ses sourciums sur sa machine. Parce que Composer, en fait, ce qu'il fait quand il vous demande, quand vous voulez créer une nouvelle VM, pas une nouvelle VM, une nouvelle image, il va aller chercher sa source de CRPM à quelque part, et la source, il va la prendre tout simplement dans les repos YUM que vous allez avoir configurés. Donc, si vous voulez que ce soit assez rapide pour construire votre image, bien, idéalement, il faudrait que les RPM soient synchronisés localement. Donc, je vous montre un petit peu dans quelques instants comment j'ai organisé le setup. Et en fait, pour simplifier un petit peu la tâche, pour configurer Composer, ce que j'ai fait, comme il y a plusieurs étapes, j'ai fait un playbook Ansible. Je vais vous partager ce playbook-là dans quelques instants. On va y aller avec une petite démonstration pour vous montrer ce que Composer a dans le ventre. Donc, on va aller, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien la démonstration, pas la démonstration, mais mon poste de travail. Je pense sur le preview, je vois que ça semble être beau, là, mais j'avais un petit carré rouge qui s'est positionné anormalement dans ma fenêtre, donc je viens de le retirer, anyway. Ok, donc je vais aller sur Cockpit, juste ici. Donc j'ai mon Cockpit qui roule sur une machine Rel 8, qui est juste en arrière ici, là, j'ai un petit Rel 8 qui roule. Composer est installé dessus. En fait, Composer, on l'appelle Image Builder avec Cockpit, donc il est juste ici. Donc pour l'installer, on va en ligne de commande, je vais vous montrer ça très rapidement. On installe ces packages-là qui est ici. Donc Lorax, comme je dis, Composer ou l'Image Builder est basé sur un projet open source qui s'appelle Lorax. Donc on a besoin d'installer Lorax Composer, Composer CLI, et bien sûr, on peut construire nos images en utilisant la ligne de commande, bien sûr. Mais pour aller chercher l'interface graphique, pour simplifier le processus, on installe Cockpit Composer, qui est une extension de Cockpit. Donc c'est déjà fait sur ma machine, je ne le ferai pas. Donc une fois que c'est fait, très important, je vais juste vérifier. Pour l'instant, on a des petits problèmes avec SELinux. Il y a encore des règles qui doivent être ajoutées à SELinux pour que ça fonctionne bien. Donc, il faut désactiver SELinux. Dans mon cas, je l'ai mis en mode permissif, tout simplement. Et finalement, ce qu'on a besoin de faire, c'est configurer les repos YUM. Oups. Donc, j'ai un repo YUM qui est ici. OK. Donc, vous avez le syntaxe ici. En fait, ce que j'ai fait, j'ai converti les deux channels de base de Rel 8, parce qu'on a, comme je les ai expliqué la semaine passée, on a rendu deux channels de base, donc BaseOS et l'AppStream pour les applications, les nouvelles versions des applications. Donc ce que j'ai fait, j'ai monté le ISO sur la machine et j'ai copié les deux répertoires BaseOS et AppStream dans mon répertoire data. Et on va aller voir si tout est correct. Donc j'ai mes deux répertoires ici. Donc ça devrait fonctionner. Maintenant, je vous montre de quoi ça a l'air Composer. Donc on le voit ici. Lorsqu'on connecte ici, on a une nouvelle, sur Cockpit, on a un nouveau menu qui s'appelle Image Builder. Donc il y a déjà des exemples qui sont là. J'en ai fait moi aussi.
Donc celui-là, c'est le mien, les deux derniers, c'est les miens, mais sinon, ces trois-là sont là par défaut. Donc le but ici, c'est de construire une image pour et ensuite la déployer quelque part. Donc, quand je commence par créer un blueprint, je donne le nom, par exemple, je veux construire une image Rel 8 pour... et je ne sais pas si on a un connecteur GCP. Je vais y aller avec Amazon. Un Rel 8 pour Amazon, je l'ai déjà fait, non. Donc, c'est un Rel 8 pour Amazon. Je vais prendre un L8 SOA, donc une image de base standard pour Amazon. Donc, je vais faire créer ici. Donc, ce que les Image Builder me proposent maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux mettre comme RP. Qu'est-ce que tu veux rajouter au Rel 8 pardon, de base. Donc, on va choisir les packages qui sont disponibles, qui proviennent de ma source Yum que j'ai montré tout à l'heure. Donc, par exemple, je veux rajouter Vim, par exemple. Donc, je tape Vim. Donc, je vais rajouter Vim dans mon image avec Vim Enhance et Vim X11. Donc, je rajoute en fait ces packages-là. Et maintenant, je suis prêt à créer mon image. Donc, je vais commettre mes changements. On le fait ici. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'image qui est construite. C'est vraiment le blueprint que j'ai modifié. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est créer mon image. Donc, lorsque je crée sur image, je vais sélectionner quelle sorte d'image je veux faire générer. Et on va choisir où on veut l'envoyer. Dans notre cas, c'est sur Amazon. Donc, c'est un email, mais on pourrait l'envoyer on va créer un ISO tout simplement, l'envoyer dans OpenStack, faire un tar, faire un QCar pour KVM, pardon. Un disque Azure et finalement VMware. Vous voyez la liste ici, c'est une liste qui est appelée à grossir, bien sûr. On ne voit pas Google Compute Engine, mais éventuellement, il va arriver. Ça, c'est la liste initiale, mais on peut s'attendre à voir cette liste-là grossir dans les versions qui viennent. Mais de toute façon, ce qui est le fun, on a vraiment les principales qui sont là. Azure qui est très demandé, surtout sur mon territoire actuellement, beaucoup de gens qui utilisent Azure, donc c'est le fun de pouvoir faire ça maintenant à partir d'une interface web. Donc je sélectionne Amazon et je fais create ici. Donc ça part le processus, en fait ça va dans une queue, c'est quand même assez, ça consomme beaucoup de CPU faire ce travail-là bien sûr. Donc si je reviens ici, je peux aller voir image. Et je vais voir que le processus est en attente, on est en pending. Lorsqu'il va commencer, on va le voir progresser. Donc ça prend quelques minutes, tout dépendamment de la puissance de la machine, le nombre de CPU, la mémoire, et ainsi de suite, et les sources, bien sûr, d'où ils viennent. Donc une fois c'est fait, je peux télécharger l'image et l'uploader à bon endroit. Donc si je prends par exemple une qui est déjà construite, je crois que celle-là est construite ici. Non, je pensais que je l'avais construite. Je ne l'ai pas construit. J'en ai une. On va prendre. Je vais prendre celle-là, voir. Je l'ai dit celle-là. Non plus, je suis pas chanceux. Pas chanceux, je pensais que j'avais une. On peut attendre celle-là qui se construit, sinon je vais aller voir celle-là si on a une image. Non, pas d'image. Bon. OK. Donc on va aller voir où on est rendu avec Rel 8 Amazon. Donc il est en processus de création. Donc, on va laisser faire, je reviendrai un petit peu plus tard dans le mot. Donc, c'est le concept du builder ici, permet de partir d'une base Rel 8 et rajouter les packages qu'on veut à l'intérieur et faire générer l'image après ça, et après ça, on peut l'uploader. Ce que je veux rajouter aussi, je vous invite à aller voir le site web, en fait, du projet, l'Orax. OK, parce qu'il y a de la documentation sur ça. En fait, c'est pas l'Orax, l'Orax est basé sur un autre projet qui s'appelle Welder. Donc, comment utiliser Composer sur Rel. Regardez ici comment pousser vos images sur vSphere, sur OpenStack, sur Azure. Donc, si on va regarder Azure, donc on nous montre comment installer ce que je viens de faire avec vous, comment installer le Composer, s'assurer que SLinux est désactivé, démarrer l'Orax, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a une image de construit, il faut se connecter à Azure. On utilise Azure CLI ici pour pousser l'image, tout simplement. OK, donc on a des screenshots ici de ce que je viens de faire avec vous. Donc j'invite à aller voir le site. Je peux le copier si vous voulez dans le chat. Donc, on va, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Salut David. T'es en retard David? C'est pas grave.
OK, donc c'est ce que j'avais pour Emacs Composer. Ah oui, je vais vous montrer aussi, j'ai fait un petit playbook pour vous aider à faciliter un petit peu son déploiement. Sur ma page GitHub. Je pense que ça a été zoomé. On va dézoomer ça un petit peu. Si vous allez dans mes repos, Ansible Rel 8. En fait, vous allez voir, plus j'avance dans Rel 8, je devrais rajouter plus de playbooks ici. Donc, j'ai un petit playbook Composer qui permet d'installer, configurer rapidement Composer. Donc, voici les étapes. Vous pouvez utiliser le playbook si vous voulez pour faciliter la configuration. Le prérequis, c'est bien sûr, je l'indique ici, là, le prérequis, c'est d'avoir copié BaseOS et AppStream du ISO de Rel 8 pour fonctionner. Et je vous donne des petits trucs ici, je reviens tantôt sur ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Composer. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans 7.6, encore une fois, qui va évoluer dans 8, et vous allez le voir évoluer aussi dans les versions mineures, avec peut-être plus de providers dans l'Image Builder, bien sûr. Prochain sujet que je veux couvrir avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe avec Python dans Rel 8. Est-ce qu'il se passe plein de choses? Donc, première des choses, avec Rel 8, on a par défaut, et on va aller en ligne de commande, on va aller vous montrer ça. Rien de mieux que du bon visuel. Je pense que c'est bon, excellent. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Rel 8? Je vais prendre mon autre machine ici. Celle-là est un petit peu modifiée. Là. Je fais un paquet de tests sur celle-là, donc j'en ai une un petit peu plus vanille ici. Qui est dans Boxy. Donc, on va utiliser celle-là pour Python. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Python? Le Python, par défaut, dans Rel 8, on passe de 2.6, 2.7, je crois, en Rel 7, à 3.6 dans Rel 8. Fait qu'on on a changé la version par défaut. Si vous avez des applications qui dépendent sur Python 2, eh bien, il n'y a aucun problème, parce qu'on livre aussi Python 2. Je vous montre ça dans quelques instants. Donc, vous avez le choix, mais par défaut, c'est Python 3 qui est installé. Et si je veux rouler Python 3, alors, c'est la version... Oups, oui, c'est la version... faut taper Python 3. Si vous essayez de taper Python, qu'est-ce qui va se passer? On est habitué avec Rel 7, on l'a. On a un paquet d'applications qui dépendent aussi sur le mot Python. Et non, il n'y a pas rien qui se passe avec Python ici, donc il n'y a aucun lien symbolique. Vous pouvez faire un lien symbolique, mais c'est peut-être pas l'idéal. Donc, si vous voulez avoir Python, je vais vous montrer. Ici, j'ai mis Python 2 par défaut. Donc, vous avez sur l'autre machine... Python, il faut vraiment spécifier maintenant la version avec laquelle on veut travailler. Donc, pourquoi ce changement-là? Je vais vous copier un petit article, article intéressant, qui explique, je vous copie ça je vais le mettre ici à l'écran. Je copie ça ici, dans le chat, qui explique un petit peu ce qui se passe avec Python dans Rel. Et ce qu'on apprend dans ça, c'est que le monde est switch à Python 3 effectivement, mais il y a encore beaucoup d'applications, beaucoup d'utilisateurs qui ont gardé le focus sur Python 2. Alors, qu'est-ce qu'on met par défaut que le mot Python? On a décidé de rien mettre, on voulait pas être peint dans un coin avec une version, parce que éventuellement, les gens vont migrer de plus en plus vers Python 3. Donc, on a décidé de laisser l'appellation. En fait, c'est pas nous qui avions décidé. C'est au travers, je pense que c'est mentionné dans l'article. Je le vois dessus ici. Bref, non, je le vois pas. C'est un PEP, en fait, qui est le PEP 394. Je pensais que je l'avais ouvert. Non. Donc, c'est la communauté, en fait, Python, qui a décidé que on n'utilise plus... oups. Oublié, je me suis trompé, 394, excusez. Donc, c'est la communauté vraiment Python qui a décidé qu'il n'y avait plus d'appellation Python. Il faut vraiment spécifier la version avec laquelle on veut travailler. Ce qui fait du sens, en fait, puisqu'on est rendu avec plusieurs versions, et le Python 4 éventuellement qui devrait voir le jour. Donc, c'est ce que ça dit dans le PEP. Donc, on a suivi ça chez Red Hat, c'est pour s'occuper de Python. Qu'est-ce que ça occasionne comme problème? Il y a des applications qui dépendent sur le mot Python exactement, peuvent être problématiques. C'est le cas de Ansible, ok? Donc oui, avec Ansible, on est pris avec ce problème-là. Ce qui fait qu'on a dû, en fait, sortir un petit workaround en attendant qu'on le corrige. Donc je vous montre ça ici.
Donc pour Ansible, si vous voulez rouler Ansible dans RHEL 8, si vous voulez exécuter Ansible, comme il n'y a plus de Python, lorsque vous allez taper la commande Ansible, vous allez avoir des erreurs. Je me souviens plus de l'erreur exacte. Je ne sais pas s'il y en a de vous autres. Donc RHEL 8, oui, David, on est déjà au courant, effectivement. Donc ce qu'il faut faire, il faut juste spécifier l'interpréteur, puis on a un petit, je pense que c'est un exécutable là, qui va pointer sur la version qui est installée de Python, tout simplement. J'ai essayé un lien symbolique. La première chose, avant de trouver cet article-là, j'ai essayé un lien symbolique, puis ça faisait un drôle de comportement. Et quand j'ai trouvé cet article-là, je l'ai fait, ça fonctionne super bien. Alors, c'est le genre de problème qu'on va voir avec les applications qui ont été codées avec, de facto avec le terme Python et non la version spécifique. Ça va être corrigé, inquiétez-vous pas, là, ça va être corrigé jusqu'à ce qui est mentionné ici là, dans Ansible 2.8. On va corriger cette façon d'appeler Python avec Ansible. Donc, c'est l'état de la situation avec Python. J'invite à lire les articles qui sont beaucoup plus détaillés, ce que je viens de vous mentionner, avec beaucoup plus d'explications. Mais en gros, là, somme toute, on suit les recommandations de la communauté Python tout simplement avec RHEL 8. Et on va avoir, vous avez la possibilité d'installer, bien sûr, Python 2 si vous voulez. Il n'est pas installé par défaut. Je fais un petit retour sur... oups, pas DNF. Je fais un petit retour juste sur l'émission précédente. Donc, si je fais un module list pour voir les upstreams, vous allez voir... Donc, vous allez voir les deux versions de Python qui sont là. On a la version 3.6 qui est par défaut, sinon 2.7. On ne peut pas fonctionner avec les upstreams avec deux versions en parallèle. C'est une ou l'autre qu'on choisit. Donc, dans le cas de cette machine-là, là, je suis par défaut à Python 2.7. Sur l'autre machine, je suis par défaut en Python 3. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Python. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires. Ou je sais que David... plus ferré que moi aussi en Python. Si jamais tu as d'autres informations à partager, n'hésite pas. Prochain sujet que je veux toucher, un sujet qui, je pense, pas je pense, mais qui va affecter tout le monde définitivement, c'est les containers. Qu'est-ce qui se passe avec les containers RHEL 8? J'en ai déjà glissé un mot. J'ai fait des petites recherches depuis 2 semaines. Et tiens, j'ai une petite image à vous montrer. Attention, ceux qui ont le cœur fragile. Et oui, je vous annonce la mort de Docker. Donc, la mort de Docker, en fait, dans RHEL, donc dans RHEL 8. Donc, il n'y aura pas de binaire Docker dans RHEL 8, à moins que ça change dans le programme bêta, mais pour l'instant, rien n'est statué. Pas rien n'est statué, en fait, rien encore n'est formalisé, mais ce qui circule, c'est qu'il n'y a plus de Docker dans RHEL 8. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais pour rouler mes containers Docker? Eh bien, on a mis des outils. On a mis 3 outils, en fait. Je vous montre ça dans quelques instants. On a mis des outils pour 3. On peut rouler des containers Docker autres qu'avec le daemon Docker, bien sûr. Donc, c'est ce que j'ai montré dans les émissions précédentes, entre autres avec Podman à l'épisode 8, pour ceux qui étaient là avec nous. Donc, Podman, j'ai un petit document de caché, j'ai trop de choses ouvertes là. J'ai dû le mettre. Non. Ok, je vous reviens. Donnez-moi 30 secondes. Je vais juste ouvrir mon document. Il n'est pas très loin, c'est juste que la table est fermée. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais juste ouvrir mon document interne, pas interne, mais une présentation ici. Et voilà. Je crois que j'avais déjà adressé voilà quelques épisodes, mais je veux revenir sur ça. Et évidemment, on a des petites lenteurs après-midi avec Google Doc. Donc, c'est une présentation sur CoreOS. C'est juste qu'on adresse bien dans cette présentation-là qu'est-ce qui se passe avec les containers RHEL. Donc, on s'en va vers une nouvelle génération d'outils pour gérer les containers. Donc, j'ai déjà présenté les 2 premiers. Builda, si je me souviens bien, c'était dans l'épisode numéro
3 et Podman dans l'épisode numéro 8. Et on a un autre outil qui se rajoute dans le lot avec Scopeo. Donc, si on les regarde très rapidement, Builda va vous permettre de construire vos images OCR, les images de format Docker. Donc, même si je n'ai pas le binaire Docker, je peux manipuler, créer ce format-là au travers RHEL8 avec Builda. Scopeo va me permettre d'inspecter des containers, de les copier d'un registre à l'autre, de signer mes images. Et finalement, Podman qui va me permettre de rouler ces containers-là sur mon poste local, les gérer, les déboguer, plus à la façon Kubernetes ici. Donc, c'est le choix qui a été fait avec RHEL8 et vous ne verrez pas, en tout cas pour l'instant, dans aucun canot, et je ne sais pas si David a plus d'informations que moi, ou même Eric, au niveau Docker, il n'y a pas de plan pour rajouter les binaires Docker dans RHEL avec la version RHEL8. On veut vraiment se détacher de Docker. Mais on offre les outils quand même pour vous aider à continuer à développer, gérer, manipuler, exécuter les containers Docker sur votre Linux. Donc, c'est un gros changement. Et pour ceux qui sont familiers, qui n'ont pas eu la chance d'essayer encore Podman, mais c'est sensiblement la même commande que Docker. Donc, on n'est pas trop perdu lorsqu'on arrive avec Podman. Donc, j'ai un petit peu plus de détails dans les slides ici sur chacun des projets, mais on a déjà adressé Builda et Podman, et éventuellement, on pourra s'amuser avec Scopeo. Encore une fois, pour revenir sur... Ici, lorsqu'on roule en fait des containers en entreprise... je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui prennent la voie, je vais le faire moi-même, je vais monter mon cluster Kubernetes, je vais utiliser ces outils-là, puis je vais être correct. Ce que vous allez tenter de faire, c'est d'écrire ce que chez Red Hat on fait depuis des mois et des années. Vous allez tenter d'écrire OpenShift. Donc, si vous voulez rouler des containers et scaler vos containers de façon plus massive, répartie sur un paquet de machines, ben, cassez-vous pas la tête, là. Essayez pas de faire ça manuellement, scripter vos affaires, vous allez perdre un temps fou avec ça. Utilisez plutôt OpenShift. Dans le fond, avec OpenShift, là, on vous livre la voiture pour... Si je fais le parallèle avec une voiture, là, les outils comme Builda, Scopeo, Podman, c'est des pièces, en fait, des pièces qu'on retrouve dans l'auto. Mais si vraiment on veut rouler quelque chose de complet, et rouler n'importe où aussi, ben, ça prend l'auto au complet, et OpenShift, c'est l'auto ici. Donc, on vous donne les outils, puis en plus, on vous donne le format qui est transportable un peu n'importe où. Donc, OpenShift peut rouler autant sur on-premise que sur le cloud public, par exemple. Donc, petite plug pour OpenShift. Donc, c'est ce qui se passe ici. Il y avait une belle slide ici qui montre là, que si vous êtes habitué à rouler Docker et manipuler vos images avec Docker, ben, c'est la même chose avec Podman. J'avais vu ça quelque part, mais c'était juste sur la dernière slide. Je me souvenais que j'avais vu ça. OK. Commentaires, questions sur le chat? Non, ça va. Excellent. Donc, c'est le gros changement au niveau des containers. J'ai hâte de voir la réaction des gens. Pour l'instant, j'en ai parlé avec un des product managers de RHEL et même des containers aussi. J'ai une petite discussion avec eux et personne ne s'est plaint encore. C'est sûr qu'on est en bêta. C'est sûr que les gens n'ont peut-être pas réalisé encore ce qui va se passer avec les containers avec RHEL8 quand les gens vont commencer à l'utiliser puis ils vont « Hey, ma commande Docker ne marche plus. Comment je fais pour installer Docker? » On va peut-être avoir des rebounds. Mais bon, on a des alternatives. Encore là, c'était ma petite diapositive que j'ai montrée. Je peux le remontrer encore, là, mais c'est plus une blague, là, parce que Docker n'est pas mort. Docker existe encore. C'est juste que de notre côté, on se retire. C'est drôle parce que si on recule de là quelques années, sur le stage du summit, Jim Whitehurst avait présenté Docker, avait donné une bonne place sur Docker. Aujourd'hui, on le retire du produit. Hein. Les temps changent, ça évolue très très vite. Et déjà, on retire Docker de ce qu'on fait chez Red Hat. OK, donc 1h moins 10. On continue encore 2 sujets à couvrir avec vous, super intéressants. Partez pas tout de suite. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Tiens, c'est le prochain. En fait, c'est les 2 derniers sujets. C'est son recorder. Et je vais vous parler de la stack TCP/IP qu'on a modifiée dans RHEL qui apporte des super performances. Donc, allons-y avec Session Recorder. Donc, on a ajouté une capacité, en fait, d'enregistrer
les sessions des usagers. Lorsque les usagers se connectent sur une machine Linux, on a enregistré cette capacité-là d'enregistrer les sessions. Pas dans le but nécessairement d'espionner, mais dans le but de traquer si les gens travaillent sur des systèmes qui ont des données très importantes, d'être capable de savoir qui a fait quoi, quand, qu'est-ce qui est exécuté comme commande. Donc, c'était une demande qu'on avait. Je l'ai eu régulièrement, cette demande-là, sur le terrain. Et je suis hyper content qu'avec RHEL 8, on livre maintenant cette capacité-là, au travers, en plus, un des projets open source les plus populaires pour ce travail-là, qui s'appelle T-Log. Et ce qu'on a fait de super bien en plus avec RHEL 8, c'est qu'on a fait l'intégration avec Cockpit encore. Donc, Cockpit qui prend beaucoup de place en RHEL 8. Donc, ici, on rajoute encore une autre capacité à Cockpit, c'est-à-dire de pouvoir voir les sessions des usagers qui sont connectés sur la machine et les refaire jouer. Donc, je vous montre ça en démonstration, parce que ça parle beaucoup plus une démonstration que des mots. Donc, je vous montre ça, c'est vraiment bien là, le travail qu'on a fait là-dessus. Donc, on va aller sur quelle machine? Pas celle-là. Je vais aller sur elle ici. En fait, je vais ouvrir Cockpit ici pour vous montrer un petit peu. On va essayer de faire un petit split d'écran. Je vais aller sur mon dashboard dans Cockpit ici. Ah, mon image est complétée ici. Donc, en passant, je vais revenir sur Image Builder. L'image est complétée, donc je peux la télécharger tout simplement. J'ai-tu cliqué sur le bouton? Oui. Donc, mon IME ici, il me reste à l'uploader. Terminer cette démo-là. Donc, je reviens sur mon dashboard maintenant. Cockpit, je vais aller mettre... Je vais aller baisser ça ici. Donc, j'espère que vous voyez bien les deux. Donc, j'ai mon RHEL 8 ici. J'ai mon Cockpit qui est en haut. Pourquoi je vais vous montrer les deux? Parce qu'on a fait une super belle intégration, tellement belle que c'est du temps, presque du temps réel en plus dans Cockpit. Regardez bien cette démonstration. Super le fun. Donc, je vais aller sur ma machine. RHEL 8 qui est ici. Être sûr que c'est la bonne. Il y a un nouveau menu qui s'appelle Session Recording ici. Une fois que vous avez installé ce qu'il faut, on a une petite configuration à faire. Je pense qu'elle est là par défaut. Là. Moi, je n'ai pas modifié grand-chose de mémoire. J'ai juste spécifié ici, est-ce qu'on peut spécifier pour quel utilisateur on veut faire enregistrer la session. J'ai mis All tout simplement, là, tous les usagers qui se connectent. En fait, il faut que l'usager se connecte avec un bash, pas un bash, mais voyons, un shell spécial. Donc, je reviens avec ça dans quelques instants. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui s'est connecté sur la machine, c'est Simon, et qui a fait, des commandes. Donc, si je vais aller voir ce que Simon a fait sur ma machine, regardez ça, je vais grossir l'interface ici. Oups. Trop de fenêtres ouvertes, là. Excusez. Donc, je peux voir que j'ai une session qui a été enregistrée. Simon s'est connecté, il a fait des opérations sur mon serveur. On va regarder ce qu'il a fait ensemble. On paye sur Play. Et voyez, on voit le replay de ce qu'il a tapé en ligne de commande. Il n'a pas fait grand-chose, mais pour faire de l'audit d'un système, c'est super le fun. Donc, il est en train de... Il n'a pas fait de dommages, ma machine. Maintenant, ce que je veux vous montrer, comme deuxième démo, je vais vous montrer qu'on a fait une très belle intégration avec Cockpit. On va y aller en live ici. Donc, je vais me connecter sur ma machine, sur moi-même. Je vais me connecter avec un autre usager qui s'appelle Tess, en SSH. Regardez bien quand je vais me connecter, qu'est-ce qui se passe. J'ai un message qui me dit « Attention, votre session est enregistrée. » Donc, si j'essaye, par exemple, d'aller faire un cap de ETC Password, ce que bien des hackers peuvent essayer de faire, regardez ce qui vient de se passer en haut. Automatiquement, ma session est apparue. Donc, en temps réel, on est T-Log fournit à Cockpit l'information. Donc, je peux aller voir ici exactement ce que Tess vient de faire, donc ce qu'on vient de taper ensemble. Je vais faire un play. Donc, je vais, oups, c'est pas assez gros. Vous allez voir la commande cat etc password passer ici. Là. Excusez, c'est pas très gros. OK. Donc, super le fun, belle intégration. Comment ça se passe en arrière-plan? Ben, et c'est super simple. Je vais me déconnecter de l'usager. Je vais vous montrer un petit peu. Ce qu'il suffit de faire, c'est on a un pactage installé, Cockpit. Je crois que je l'ai pris en note. Oui, ici. Donc, vous avez un pactage installé.
ici. Donc, je l'ai déjà fait, là. Yum Install Cockpit Session Recording et T-Log. Une fois que c'est installé, on démarre Cockpit et on est prêt à utiliser tout simplement cette capacité-là. Ce qu'il faut faire, c'est que nos usagers, il faut qu'ils soient modifiés. Il faut qu'ils soient modifiés. Il faut modifier leur shell. Donc, je vais juste vous montrer. J'en ai créé un, je pense, ce matin. On va regarder juste l'historie. Non, je ne l'ai pas ici. Je l'ai pris en note de toute façon, c'est pas plus grave. Donc, on va juste vous montrer que ça marche là, très rapidement. Je vais faire un user add David, mettons. Un David qui est en ligne avec nous. Donc, je vais lui donner un mot de passe. Et une fois que c'est fait, il faut que je modifie son shell. Donc, et le shell à utiliser, je fais du copier-coller, le shell à utiliser, c'est userbin tlog ric session. Et donc, je lui donne à David, ça ici, et c'est tout. Donc, si je m'en viens juste ici, je vais cliquer là. Regardez bien ça, si je fais un SSH David, calmement. Cette session est enregistrée, on fait un 4TC password et c'est parti. Donc on voit David qui est arrivé ici. Donc aussi simple que ça. Donc super belle petite capacité qui a été ajoutée avec RHEL 8. Je sais qu'il y en a plusieurs qui avaient fait cette demande-là. Et belle petite démo aussi, hein, assez efficace. C'est le fun de voir le temps réel comme ça. Ok, dernier sujet de la journée, c'est bien, on arrive à 1 heure. Je veux vous parler attendez un petit peu, j'ai une petite... Ouais, on va changer ça tantôt. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, beau petit commentaire, ça. Je devine c'est quelqu'un d'extérieur qui pose des belles choses comme ça, des beaux mots comme ça. Finir par vous parler pour aujourd'hui du kernel. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans le kernel? D'abord, c'est kernel 4.18 qui est intégré dans RHEL 8. On a ajouté un niveau de page table. On était à 4, on passe à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'on va supporter plus de mémoire tout simplement avec RHEL 8. On va supporter jusqu'à 4 pétabytes de mémoire. Il fait une méchante machine pour aller à la guerre. Faut faire attention, il faut que le matériel le supporte. Pour le supporter, il faut faire un 4 proc CPU info. Je crois que c'est LA57 ou IA57. Là. Donc, je l'ai essayé sur mon laptop, évidemment. Mon laptop n'est pas prêt à recevoir 4 pétabytes de RAM, mais sur des serveurs, je devine que ça fonctionne bien. Ce qui est vraiment nouveau, puis peut-être je vais finir avec ça avant la grosse nouveauté, c'est la stack réseau qui a été grandement améliorée. Ça ne change rien au niveau des commandes, c'est vraiment en arrière-plan, je vous montre ça dans quelques instants. On a amélioré KVM aussi, on a ajouté le support de une amélioration de sécurité qui est faite au niveau des CPU depuis 2017 avec Intel, avec UMP, User Mode Instruction Prevention. Stockage NVDIMM, j'en ai parlé la semaine passée. Finalement, comme à chaque version de kernel, il y a un paquet de nouveaux matériels qui est supporté. Donc, si vous avez des nouveaux serveurs, faites l'acquisition de nouveaux serveurs, c'est sûr que du côté RHEL 8, là, on va être assez précis, assez cutting edge en termes de matériel. Je vous montre maintenant au niveau de la stack réseau, qu'est-ce qui se passe. Super, je vous montre, je vais changer ici cette petite image-là. Je vous montre celle-là plutôt. Donc, je vous montre ça ici. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la stack TCP qui a été changée. La stack qui était là en place roule sur un format qui date quasiment des années 80. Donc, un algorithme qui date des années 80. Lorsqu'on essaie de pousser un petit peu au maximum la vitesse du réseau à cause des possibles congestions d'un réseau, on a l'instabilité, on n'est pas capable de garder une vitesse assez haute. Alors pour corriger ça, pour pallier ça, pour moderniser ça, en fait, c'est pas chez Red Hat que ça a été développé, mais vous voyez le logo Google. Donc chez Google, on réécrit cet algorithme-là, en fait, et on la livre maintenant avec RHEL 8. Faites attention, il n'est pas activé par défaut.
OK? Donc, si vous voulez aller chercher cette nouvelle capacité-là, cette nouvelle stabilité-là, pas cette stabilité-là, mais cette amélioration en performance, il faut faire des petites commandes. Je vous montre ça dans quelques secondes. Je vais juste finir avec l'image qui est là. En fait, la rapidité, on a fait des tests à l'interne. On a comparé une machine qui est avec RHEL 7.6 et une machine qui est avec RHEL 8. Pour le même travail, au niveau réseau, on a eu des gains de performance de 13%, ce qui est assez énorme, le 13%. Donc, je vous invite à faire vos propres tests. De mon côté, je n'ai pas eu la chance de tester encore, mais je vous montre comment faire ici, comment activer ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va aller ici. Donc, j'ai la recette qui est ici. Tout d'abord, vous allez aller sur votre L8. Sur celui-là, il est activé. Je vais aller sur l'autre à côté. Juste ici. Bon, j'ai perdu ma fenêtre. Boxy, excusez. Donc, on va aller sur celui-là qui n'est pas activé. Il faut que je passe en route pour faire ces commandes-là, bien sûr. Donc, en fait, c'est la gestion, le contrôle, la congestion, en fait, l'algorithme de contrôle de gestion. Il y en a deux qui sont disponibles dans le kernel, Reno et Cubic, pour voir celle que vous utilisez, celle qui est configurée par défaut. Donc, on va aller voir ici avec cette commande-là. Donc, c'est Cubic qui est installé. Si je veux rajouter celle de Google, okay, qui est beaucoup plus moderne, qui va vous donner une grosse amélioration au niveau réseautique, on peut modifier le fichier sysctl qui me permet de manipuler les paramètres du kernel. Sysctl. Je pense que oui, c'est ça. On va juste aller voir. Ouais. Je rajoute ces deux-là ici, en fait. Donc, je vais rajouter ces deux paramètres-là qui vont venir ajouter, en fait, l'option et activer en même temps le protocole de congestion de Google. OK. Et j'ai un sysctl moins... C'est quoi dans la commande? J'ai le petit blanc. Moins P pour recharger. Donc, si je refais la même commande qui est ici, première des choses, si je refais celle-là ici, je devrais voir qu'elle est maintenant disponible dans les choix. Donc, BBR est là. Et si je veux voir laquelle qui est renforcée en ce moment, voilà, BBR est activé. Donc, de cette façon-là, vous avez cette nouvelle algorithme-là qui donne la performance. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment de notifier le kernel là, que vous voulez utiliser ces nouveaux paramètres-là. J'invite à le tester. J'ai pas de mon côté eu la chance de faire les tests. Éventuellement, j'aimerais ça le faire sur mon réseau. Mais s'il y en a qui le font, vous me laisserez savoir le résultat là, si vous voyez une bonne amélioration. Mais de ce que j'ai lu à l'interne, on voit qu'il y a vraiment une différence. Là. Donc, ce qui mettrait fin à mon émission aujourd'hui, et en fait, ce qui met fin à la dernière épisode de l'année, puisqu'on est le 14 décembre, il n'y aura pas d'autres épisodes d'ici la fin 2018. Donc, je voudrais, pour terminer, vous prendre le temps de vous remercier sincèrement d'avoir été là avec moi en 2018, d'avoir pris une heure de votre temps régulièrement, en fait. Souvent, peut-être sauter même le lunch, peut-être, manger en même temps que vous me regardez. C'est hyper apprécié. Je peux voir une progression, une augmentation dans les gens qui me regardent. Donc, il y a de l'intérêt. Et j'espère que ce que j'ai livré comme contenu cette année vous a été utile. En tout cas, du moins, c'est le but de la chose, de vous faire sauver un petit peu de temps dans mes recherches. Donc, je vous souhaite de passer un magnifique temps des fêtes. Prenez soin de votre famille. Et allez jouer dehors, bien sûr, prendre l'air, pour juste rester devant un ordinateur. Et on se dit à l'an prochain. Bye tout le monde.